Moi j'ai eu les mêmes retours que monsieur le député, c'est-à-dire qu'il est probable que Patrick Buell soit coupable, soit minima, soit coupable d'un comportement qui soit répréhensif, mais la question c'est qu'on est dans un état de droit et qu'il y a des principes qui doivent s'appliquer. C'est-à-dire qu'il y a des faisceaux d'indices qui montrent qu'il est probable qu'il va être condamné, ou en tout cas à minima qu'il aura des sanctions, mais ensuite après, est-ce que pour autant on peut le condamner préventivement tant qu'on a des principes de la justice. Les principes de la justice sont les suivants. Le juge doit appliquer un principe de proportionnalité. Ça veut dire que tant qu'il est présumé innocent, il doit pouvoir continuer ses activités. Parce que il y a eu des cas parallèles aux États-Unis, notamment c'est le cas de Kevin Spacey, qui avait eu 30 ou 40 plaintes, et pour autant qui a été innocenté. Donc ça veut dire que si on condamne préventivement Patrick Bruel et qu'il est à la fin innocenté, il aura une perte de gain. Or ça, dans un principe d'un état de droit, et c'est important qu'on les fait, on a fait la Révolution française pour ça, pour pas être victime de l'arbitraire, c'est important de maintenir ces principes. Ensuite, après, la question, c'est est-ce que il y a un risque ou pas, notamment dans le cas de Patrick Bruel, que dans le cadre d'une tournée, ils reproduisent les mêmes faits. C'est là où le juge doit voir s'il a le droit de pouvoir sortir comme il sort actuellement. C'est là où je pense qu'il y a une limite, mais malgré tout, c'est quand même important de le rappeler. On est là pour défendre des principes. Les paroles des femmes doivent être entendues, mais également les droits des victimes. On laisse même le droit des victimes à ceux qui ont commis des attentats terroristes, c'est ce qu'on est après sur le fait. C'était le cas de celui qui a commis les attentats du 13 novembre 2015. Et pour autant, on a quand même laissé le principe de droit de se défendre. Donc, tant que Patrick Bruel n'est pas condamné, Salah Abdeslam, merci. Et tant qu'il n'est pas condamné effectivement, on ne peut pas lui retirer des pertes, parce que dans le cas où il serait innocenté, il perdrait tout, comme c'est le cas d'autres personnes. Ça peut être insupportable de pouvoir éventuellement au détour d'un aéroport, d'un centre commercial ou que sais-je d'autre encore, croiser votre agresseur, quand bien même le contrôle judiciaire ne le permettrait pas. William Tess, à vous. Oui, mais moi c'est insupportable pour toute victime. Déjà moi je trouve que cette affirmation est pas vraie, parce qu'en fait le juge des libertés va juger sur le fait que les personnalités bénéficient d'une justice d'exception. Pour moi, c'est pas vrai. Tout simplement parce que lorsque vous êtes une personnalité connue, que vous avez une plainte contre vous, le tribunal médiatique et l'opinion publique considèrent que vous êtes coupable. Donc c'est faux. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une affaire qui est connue, vous êtes connu. S'il y a une plainte contre vous, vous êtes présumé coupable aujourd'hui. Rodrigo Arenas nous parlait de Patrick Balkany s'amusant sur un yacht. Nicolas Sarkozy en vacances avec avant même qu'ils soient jugés, ils étatais présumés coupables par l'ensemble de l'opinion publique, ou en tout cas par une grande partie des journalistes. Donc je pense que c'est pas vrai. Le deuxième point. Mais a posteriori, attendez. Je vais terminer. Et après, je vous laisserai répondre. Le deuxième point qu'on a, c'est que le juge apprécie sur la question de la perte du gain. Or, Patrick Bruel, moi je pense, menant une carrière de chanteur, est obligé de se déplacer. La question qui est posée, et là où je pense que c'est là où on a une limite, c'est est-ce qu'il a le droit de se déplacer à l'étranger avec le risque d'éventualité qu'un jour il se soustrait à la justice au regard de sa situation personnelle. Et visiblement, il aurait déposé beaucoup d'argent en caution, Jean-Marie. Pour moi, le risque est posé ici, c'est-à-dire que le juge doit faire la part des choses entre eux. Est-ce qu'on doit empêcher Patrick Bruel de poursuivre sa carrière dans le cas où il serait jamais condamné et donc il aurait une perte à vie? C'était le cas de Johnny Depp, c'était le cas de Kevin Spacey. Et dans le cas où il risquerait une fuite, et dans ce cas-là, lorsque vous voulez éviter la prison, je pense que c'est pas une question d'argent. Jean-Marie Villain, après Bénédicte Marchand. Mais techniquement c'est possible, politiquement ça se discute. Oui, mais là c'est pas le cas. La France est en déficit depuis 1974. Et c'est pas de notre fait, nous sommes d'accord. Non, oui, mais c'est pas ça le sujet. Moi, je vous accuse pas. Okay. Ensuite, après, on va parler de votre proposition. La France est en déficit depuis 1974 et vit au-dessus de ses moyens. Si on était en déficit pour construire davantage de centrales nucléaires, de Concorde, de fusées ou des choses qui étaient utiles au bien commun, comme ce que font les communes. Les communes, ça se défendrait en disant qu'on investit sur l'avenir. Donc c'est normal que la dette qui est payée par les générations à venir, puisse financer les projets à venir. Or, c'est pas le cas. Depuis 1974, la France est en déficit pour assurer l'avenir de son modèle social. Notamment lorsque vous prenez toute la dette générée par Emmanuel Macron, 40 à 50% de la dette générée par Emmanuel Macron provient uniquement des retraites des fonctionnaires et des régimes spéciaux qui représentent 50 milliards d'euros par an. Donc c'est-à-dire qu'on est en train d'endetter les petits-enfants parce qu'on était incapable de pouvoir assurer l'équilibre du modèle social. Pourquoi ? Parce qu'en 1981, François Mitterrand a mis la retraite à 60 ans en faisant passer de 65 à 60 ans. C'est-à-dire qu'on travaillait plus dans la génération 60-70 qu'actuellement. Deuxième point, on fait financer une grande partie de la dette, non pas pour assurer les dépenses régaliennes et l'investissement, mais pour assurer les dépenses sociales qui représentent 60% du budget. Ça veut dire qu'on finance le non-travail, on finance l'assistanat, on finance le fait que les gens qui ne travaillent pas. Non mais je prends toutes les dépenses sociales. Les dépenses sociales, ça revient. Non mais les dépenses sociales, c'est pas 60%. Oui, mais avec intérêt, monsieur. En fait, ce qui se passe sans intérêt. Non, ça n'a jamais existé les emprunts sans intérêt. Ça c'est pas. Non, alors c'est pas. Ça n'a jamais existé. En fait, ce qui se passe quand vous êtes
En fait, le problème, c'est que la France est en déficit. Donc, chaque année, la France doit trouver 150 milliards d'euros minimum sur les marchés, plus rembourser la dette qu'on avait déjà, donc ce qu'on appelle le remboursement du capital. Donc, chaque année, la direction du Trésor doit trouver entre 150 à 500 milliards d'euros. Or, le problème, c'est qu'il y a très peu de personnes qui ont cet argent. Donc, ça veut dire que pour inciter les gens à vous prêter de l'argent, vous leur dites, prêtez-moi de l'argent et en contrepartie, je vous donne des taux d'intérêt. C'est ça, en fait, le système de la dette fonctionne comme ça. Or, le problème qu'on a actuellement, c'est que si vous dites, c'est comme si moi je vous appelle et je vous dis, écoutez Thierry, je vais vous emprunter 500 € et je vous rembourserai dans 30 ans à 0% d'intérêt. En fait, vous allez me dire non. C'est exactement pareil pour un État. Ce Thierry est un mec sympa, donc je pense qu'il vous dirait oui. On est en train de se transformer en Sud Radio Info Service. Vous aussi, vous avez des questions pour les débatteurs. Je vous en prie, Eric. J'ai une question assez simple. De mémoire, auparavant, dans les années 70, en tout cas, on pouvait emprunter à la Banque de France. Maintenant, j'ai entendu, ce que vient de dire Thierry, on peut plus le faire. Voilà, tout à fait. Moi, ma question, elle est simple. Depuis quand et pourquoi on ne peut plus emprunter à la Banque de France? Qu'est-ce qui a fait qu'on ne peut plus emprunter à la Banque de France? Ok, donc en fait, vous avez deux points dessus. Le premier, c'est qu'on emprunte à la Banque de France, mais avec taux d'intérêt. Or, les taux d'intérêt à l'époque étaient indexés sur l'inflation, qui était de 10%. Ça veut dire que la France empruntait, mais à 10% de taux d'intérêt. Ensuite, après, il y avait un autre point, c'était que la France était en excédent budgétaire. À l'époque, c'était le général de Gaulle qui était au pouvoir et Pompidou, donc chaque année, on gagnait de l'argent. Vous entendez le gaulliste qui est en lui. Forcément, en fait, on n'empruntait pas beaucoup. En fait, on empruntait, mais pour des investissements à long terme. C'était quand le général de Gaulle voulait lancer le parc nucléaire, ou voulait lancer le Concorde. En fait, on empruntait pour ça, et donc, on se disait que investir sur le nucléaire allait plus rapporter que le coût d'intérêt. Là maintenant, il y a deux choses qui bloquent. Le premier, c'est qu'on a des sommes qui sont beaucoup plus importantes. Comme je vous l'ai dit, il faut emprunter 150 à 500 milliards d'euros par an. Donc ça suppose beaucoup d'argent et les liquidités que la Banque de France n'a pas. Donc c'est-à-dire qu'on doit demander ça à la Banque Centrale Européenne. Or, les traités européens, depuis le traité de Maastricht de 1992, font que la souveraineté monétaire, donc la possibilité de battre monnaie et d'imprimer des billets, relève de la Banque Centrale Européenne. Donc si vous appelez la Banque Centrale Européenne et vous dites on aimerait vous emprunter de l'argent, déjà ils veulent pas parce que c'est interdit par les traités, donc ils n'ont pas le droit de le faire matériellement. Et deuxième point, si vous empruntez, ça vous coûtera à peu près le même montant. Ça vous coûtera 4, 5, 6% et davantage plus parce que c'est une institution qui vous prêta exactement la même somme. Donc ça coûte moins cher d'emprunter sur les marchés que d'emprunter auprès de la Banque centrale qui, de toute façon, va pouvoir payer des taux d'intérêt. Et après, dernier point, ça va se passer, je ne sais pas si vous avez le même souvenir, mais ce qui s'était passé en Grèce, c'est-à-dire que si c'est l'Europe qui vous prête 500, 600 milliards d'euros, ils vont vous demander de passer à la retraite à 67 ans, de baisser le nombre de fonctionnaires de 35%, etc. Donc c'est les mesures un peu ce que c'est le FMI, quoi. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, si je peux me le permettre, c'est que vous abordez le général de Gaulle, qui du coup proposait un choix de société. Vous parlez à William Tell. La dette, aujourd'hui, n'est utile que si elle finance des investissements. Et encore une fois, c'est ce que nous proposons. C'est d'utiliser l'argent public, encore une fois, pour un choix de société. Et ne pas dépendre, en fait, de toujours être en réaction à des situations économiques que nous subissons parfois, mais de reprendre le contrôle de notre destin, de reprendre le contrôle de où va l'argent public. Et ça, c'est tout à fait faisable avec la proposition que nous faisons. Mais vous savez, même le cas d'une dette qui est complètement détenue par les nationaux, c'est le cas du Japon qui a 200% de dette, et vous payez quand même des taux d'intérêt. C'est-à-dire que la Banque du Japon paye des taux d'intérêt en faveur des partis. De le faire, c'est ça que j'essaie de dire. Vous avez eu même un moment, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était intéressant d'emprunter parce que le taux était négatif. Non, mais le mécanisme est le suivant. Ça veut dire que les taux d'intérêt sont pas indexés sur quelque chose complètement bidon, ils sont indexés sur le taux d'inflation. Ça veut dire que ça dépend du moment. Parfois, vous avez des taux d'inflation qui sont presque négatifs, parfois ils sont très très élevés. Voilà. Donc, c'est-à-dire que actuellement, si par cas vous demandez à la Banque de France, admettons, c'est-à-dire que vous quittez la zone euro, on accepte 33% de baisse du pouvoir d'achat minimum la première année, on accepte plein de coûts. Ensuite, on aura du mal à importer, etc. Mais c'est-à-dire que vous faites ça, vous empruntez de l'argent à taux zéro. Ça veut dire que vous demandez à la Banque de France d'imprimer des billets, des francs euros. Allez, on va appeler ça comme ça. Mais ça a déjà existé, c'est dans l'histoire de France, vous le savez. Oui, je sais, mais je vais y arriver. Quand vous demandez à la Banque de France d'imprimer de l'argent, vous créez de l'inflation. C'est le cas de ce qui s'est passé en Allemagne avec l'hyperinflation où des gens venaient avec des brouettes de billets pour aller acheter. Et vous savez ce que ça donnait? Ça donnait Hitler quand même. Ça donnait Hitler dans les années 30. La Fed l'a fait.
La Fed a déjà fait ce que Mélenchon propose. C'est pas, oui, mais on le va pas dire dollar, que la politique américaine est vraiment oui, mais le dollar est la monnaie de référence. C'est que l'inflation parfois par des États, ce n'est pas ce que nous proposons, mais en tout cas l'inflation pour des États est souhaitée, parce que le fait d'avoir une inflation, ça vous permet aussi de rentrer dans le champ du commerce international, autrement que comme de position dans laquelle vous êtes. Donc vous savez, quand on parle de la dette, encore une fois, c'est un outil économique, ce n'est pas une fin en soi. Donc nous, ce que nous proposons est assez simple, pour l'exprimer ainsi, si on veut complexifier. C'est pour ça que vous avez le livre d'Éric Cossel. C'est un peu simpliste. Le problème, c'est que... non, c'est pas du tout simpliste, c'est quelque chose de sérieux. Mais attendez, ce qui est insupportable, c'est que... Laissez juste une phrase. Oui, moi j'ai pris... le piratage des données du fisc. Tout simplement parce que c'est curieux, ça. Non, mais parce que c'est quand même assez scandaleux que on a un service informatique au fisc, qui est le service le plus puissant de France, qui est capable de tout recouvrer, qui est capable de tout retrouver et qui est incapable de protéger les données. Donc ça montre une certaine faillite de l'État. On est capable de recouvrer, extorquer, taxer, imposer les Français de manière continue et sans limite et qui augmente chaque année depuis 30-40 ans. Par contre, on a l'incapacité de les protéger. Ça montre en fait la véritable faillite française. Ça veut dire qu'on recrute des gens, on recrute de plus en plus de gens au service informatique, il y a actuellement 5000 personnes, mais à quoi servent ces véritables personnes ? 5000 personnes qui sont incapables de protéger les données, 5000 personnes qui sont incapables de pouvoir mettre en place un système qui est sécurisé. Or, ça fait exactement depuis des années qu'on sait que maintenant la France est sous la menace de cyberattaques. C'est le cas des hôpitaux, c'est le cas de l'administration française, c'est le cas des différents services. Ils n'ont pas été foutus, des 5000 personnes, de pouvoir mettre en place un système d'organisation qui soit efficace et capable de protéger les données. Donc ça interpelle. Et ça pose, et je pense que ça permettra notamment une véritable réflexion auprès des Français. Est-ce qu'il faut davantage de moyens ou une organisation qui est plus efficace ? Je pense que les Français sont en train de changer. Qu'à l'époque, à chaque fois qu'on avait un problème, on disait il faut davantage de moyens. Là, on voit bien qu'avec davantage de moyens, on n'arrive pas à résoudre une situation. Moi, je pense que le système de retraite coûte trop cher pour la France parce qu'il n'y a pas assez d'actifs et que de toute façon, ça va diminuer dans les prochaines années. Tout à fait. La question qui est posée, c'est qui doit faire des efforts ? Or, moi, je pense que lorsque vous voulez taxer les retraités les plus aisés, je dis pas qu'ils doivent pas contribuer, mais en tout cas, est-ce qu'ils doivent le faire ? En fait, quand vous regardez les statistiques en détail, vous voyez qu'en France, plus vous payez d'impôts, plus vous contribuez au système national, moins vous avez de droits. Quand vous faites le rendement du taux de cotisation, notamment en fonction de votre salaire, lorsque vous êtes au niveau du SMIC, vous avez un taux de rendement qui est beaucoup plus élevé. À partir du moment où vous gagnez à peu près, donc c'est la somme qui a été désignée, c'est 3 000 €, en fait, votre taux de rendement est très bas. C'est-à-dire qu'en fait, vous payez beaucoup pour avoir un retour qui est très faible. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont déjà un retour qui est très faible par rapport à ce qu'ils ont cotisé, et on leur demande encore à eux de faire des efforts. Or, il y a peut-être d'autres catégories. Retraités ou non, d'ailleurs. Oui, retraités ou non. Et donc, il y a peut-être d'autres catégories qui doivent davantage contribuer pour faire en sorte que le système soit viable. Rodrigo Arenas, UMT ? Oui, moi je pense qu'elle n'a pas le choix pour deux raisons. La première, c'est que de toutes ces obligations journalistes. Non, je précisais. Ouais. Moi, je pense qu'elle a pas le choix parce que la confiance des Français envers les journalistes et les médias est très faible et que de toute façon, même si c'est une grande professionnelle, de toute façon, ça jettera une suspicion et ça mettra la situation de manière compliquée sur tout le service public. Et puis après, le deuxième paramètre, c'est qu'elle n'est pas journaliste sur une chaîne privée. C'est qu'elle est journaliste sur le service public, donc financée par le contribuable. Et pour toutes ces raisons-là, je pense que même si elle serait capable de faire les choses, de toute façon, les Français n'y croiraient pas. On a eu un précédent avec Arnaud Montebourg à l'époque. Moi, je pense que pour toutes ces raisons-là, c'est très compliqué. Elle ne pourra pas se maintenir. Ensuite, après, pour revenir sur le privé, pour revenir sur le fond, est-ce qu'elle a raison de le faire ? Moi, je pense pas. Pourquoi ? Parce que je pense que Léa Salamé, dans son domaine, ira beaucoup plus loin que Glucksmann dans son domaine. Voilà, c'est tout simplement pour ça. Parce que nous, on a fait, nous, on est spécialistes des élections. On fait des modèles mathématiques comme ce que font aux États-Unis 538, etc. Dans votre think tank. Dans notre think tank, et on s'est trompé qu'une seule fois en élection. C'était en 2020 pour la présidentielle américaine. Sinon, on s'est jamais trompé dans tous les pays. Et moi, je pense qu'il a quasiment aucune chance de passer devant Mélenchon. William Ter, en 10 secondes. Moi, je pense que c'est elle-même qui va décider de se retirer pour préserver la crédibilité du service public. Il faut quand même se rappeler que le service public a été attaqué par le rapport à l'oncle. Il y a un problème de confiance, il y a un problème même qui va perdurer, notamment avec la campagne présidentielle, sur est-ce qu'ils vont pouvoir tenir en cas d'élection de certains ou certaines présidents. Merci. Et donc, du coup, pour préserver tout ça, je pense qu'ils sont obligés de se sauvegarder, qu'elle-même va décider de se retirer. Merci beaucoup.